11 jours avant que je monte sur scène pour ma remise des diplômes, ma mère m'a envoyé un ultimatum par texto. Monte sur cette scène. Excuse-toi auprès de toute la famille, ou ils ne viendront pas. M'excuser de quoi? Elle ne voulait pas le dire clairement. Elle appelait simplement ça, le jour où tu nous as humiliés. Un an que j'entendais cette phrase, chuchotée avec venin à mes tantes, répétée lors de dîners auxquels je n'étais plus invitée. J'ai lu le texto 2 fois. Puis j'ai tapé 2 mots en réponse. Laisse tomber. 1 heure plus tard, mon père en a rajouté une couche. Après tout ce que nous avons fait, tu dois bien ça à ta mère. Oh, ce mot. Devoir. J'ai posé le téléphone, face contre le comptoir. Mes mains n'ont pas tremblé, car j'avais déjà réservé 2 places pour eux au 2e rang, et je venais tout juste de les donner. Ils pensaient que manquer ma remise de diplôme me punirait. Au moment où cette cérémonie se terminerait, ce serait la chose qui m'aurait enfin libérée d'eux. Je m'appelle Tessa. J'ai 30 ans. Et la femme qui a envoyé ce texto croyait encore que j'étais la fille qui cédait dès que sa mère haussait la voix. Elle n'avait aucune idée de ce que la dernière année avait fait de moi. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Ça a commencé un mardi, dans la petite cuisine de location que je pouvais enfin me permettre de payer seule, avec une toge de diplômée encore sous sa housse en plastique, accrochée au dos de la porte. Cette toge, je l'avais méritée à la dure. J'étais à 2 semaines de terminer un programme accéléré en soins infirmiers. 16 mois, sans été, des stages cliniques à l'aube et des cours le soir. La plupart du temps, je m'occupais de quelqu'un qui oubliait lentement mon nom. J'avais 13 $ sur mon compte courant le jour où j'ai reçu ma lettre d'admission. J'avais enchaîné tous les services possibles pour payer les factures. Personne dans ma famille ne m'avait aidé. Personne dans ma famille n'avait demandé de mes nouvelles. Alors, quand le texto de ma mère est arrivé, je n'ai pas ressenti la vieille peur. J'ai ressenti quelque chose de plus calme et de bien plus dangereux. J'ai senti que c'en était fini. Je veux être précise sur le texto, car les mots exacts comptent. Pas d'excuses, pas de parents présents, a-t-elle écrit. Puis, un instant plus tard. Tu sais ce que tu as fait. Lève-toi devant tout le monde et assume-le, ou ne t'attends pas à nous voir dans le public. Elle a signé comme elle le faisait toujours, avec son nom complet, comme si elle concluait une lettre d'affaires. Diane Sinclair. Voici la partie qui semblerait insensée à quiconque a grandi dans une maison normale. Je ne savais pas de quoi j'étais censée m'excuser. Pas de la manière dont elle l'entendait. Je savais comment elle avait décidé de l'appeler. Je connaissais la phrase, le jour où tu as humilié la famille. Je l'avais entendue à chaque fête de famille où j'avais été autorisée à venir pendant 1 an, puis lors des fêtes où je ne l'étais plus. Mais ce qui s'est réellement passé ce jour-là n'était pas une humiliation. C'était la chose la plus décente que j'ai jamais faite. Et elle avait passé 12 mois à la déformer, jusqu'à ce que toute la famille porte sa version comme si c'était un fait. J'ai posé la housse de la toge à plat sur la table de la cuisine et j'ai lissé le plastique. Sur le comptoir, suspendue à un ruban bleu délavé, il y avait une clé de maison en laiton qui n'était pas la mienne. Je l'ai touchée, comme on touche un bleu pour vérifier s'il fait encore mal. C'était le cas. Si vous avez déjà été la personne que votre famille a décidé de blâmer, celle à qui on a refilé l'histoire en lui disant de la porter en silence, alors vous connaissez déjà le sentiment qui régnait dans cette cuisine. Avant de vous emmener plus loin, faites-moi une faveur. Si cette histoire résonne en vous, si elle vous touche, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner, car cela aide des histoires comme celle-ci à trouver les personnes qui en ont besoin. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je lis absolument tous les commentaires et j'aime savoir qui est dans la pièce avec moi ce soir. Maintenant, laissez-moi revenir à cette clé sur le ruban bleu et à la femme à qui elle appartenait. La clé appartenait à ma grand-mère, Eleanor Sinclair, Nana, la mère de mon père. Elle est décédée en mars, 4 mois avant ma remise des diplômes, dans la chambre du fond de mon appartement, en me tenant la main, à l'âge de 82 ans. La clé était celle de sa maison, une petite maison en briques sur la rue Callahan, avec une marche de porche de travers et une cuisine qui sentait toujours la crème pour les mains à la lavande. Elle y avait vécu 50 ans.
Elle y avait élevé mon père. Et un an avant sa mort, mes parents ont essayé de la lui vendre sous le nez pendant qu'elle respirait encore. Voilà ce que j'ai fait. Je les en ai empêchés. Je vous expliquerai comment. Mais vous devez d'abord comprendre la structure de ma famille, car cette structure, c'est toute l'histoire. Ma mère croit aux apparences comme certaines personnes croient en Dieu. Pas la substance d'une chose, mais son apparence. La carte de Noël, la table au country club. Le mot « famille » que nous utilisions bruyamment en public, alors que nous nous parlions à peine en privé. Mon père, lui, croit en tout ce qui peut maintenir le calme à la maison, ce qui, depuis 35 ans, signifie qu'il croit en tout ce que ma mère croit. Et ma sœur Colette a appris très jeune que l'endroit le plus sûr dans notre famille était à côté de maman. En étant d'accord avec elle. J'ai appris la leçon inverse. J'ai appris que dans notre maison, il y avait toujours un problème désigné. Et si ce n'était pas un vrai problème, ils assignaient le rôle. Pendant la plus grande partie de mon enfance, ce rôle était le mien. Je ne vais pas vous faire une longue et triste visite guidée. Une seule image suffira. J'avais 9 ans. Un nain de jardin d'un voisin avait disparu, et il a été retrouvé dans notre garage. Ma mère a regardé Colette, qui avait 11 ans et pleurait, puis m'a regardé, moi qui ne pleurais pas, et elle a dit, c'était ça qu'il a fait. Ce n'était pas moi. C'était Colette, qui avait relevé un défi. Mais Colette pleurait et pas moi. Et dans l'arithmétique de ma mère, celle qui pleure est celle qui est blessée, et celle qui est calme est celle qui est coupable. Je me suis excusée auprès du voisin. J'ai été privée de sortie pendant une semaine. Colette a eu de la glace parce qu'elle était si bouleversée par tout ça. C'est cette année-là que j'ai appris que ma parole ne valait rien dans cette maison. J'ai cessé d'attendre d'être crue. C'est une chose étrange à laquelle on renonce à 9 ans, mais j'y ai renoncé. Et cela a rendu le reste de mon enfance supportable. On ne peut pas être déçu par un verdict qu'on connaît déjà. Alors, quand je suis partie à 18 ans, je suis partie proprement. Pas de sortie en criant. J'ai trouvé un travail dans un cabinet dentaire, puis dans la facturation médicale. Ensuite, j'ai économisé et j'ai déménagé à 2 villes de là. Et je me suis construit une vie si tranquille que pendant des années, ma famille a oublié d'avoir des opinions à son sujet. J'envoyais des cartes. Je me présentais aux fêtes de famille auxquelles j'étais invitée et je partais avant la 2e bouteille de vin. Je ne me battais pas. Se battre, c'était le moyen de se voir assigner le rôle. J'avais appris à être inassignable. Et puis, il y a 1 an et demi, le téléphone a sonné. C'était Nana, et sa voix n'était pas normale. Elle perdait pied depuis un certain temps. Des petites choses. La cuisinière laissée allumée, le nom de mon père confondu avec celui d'un inconnu. Un médecin avait mis un mot dessus, stade précoce, le genre qui vous laisse une piste d'envol avant que le sol ne se dérobe sous vos pieds. Mes parents s'en occupaient, ce que j'avais pris pour argent comptant, car j'étais à 2 villes de là et occupée à survivre. Ce que, s'en occuper, signifiait réellement, je ne le savais pas encore. Au téléphone, Nana a dit, Tessa, ma chérie, ils ont emballé mes manteaux d'hiver. Pourquoi emballeraient-ils mes manteaux en octobre? Je me souviens exactement où j'étais. Je me souviens de la façon dont la question s'est logée dans ma poitrine et a refusé de partir, parce que je connaissais ma mère, et je savais qu'une femme n'emballe pas les manteaux d'une vieille dame à moins qu'elle ne prévoie que la vieille dame soit ailleurs. J'ai dit à Nana que je passerais ce week-end. Puis je me suis assise à ma table de cuisine, une table différente, un appartement différent, mais le même sentiment. Et j'ai fait la chose que je m'étais entraînée à ne jamais faire. Je me suis laissée m'impliquer. C'est la partie pour laquelle il voudrait que je m'excuse, m'être impliquée. Je veux que vous réfléchissiez à une question avant que je vous dise ce que j'ai trouvé, car votre réponse en dit long sur vous. Si votre grand-mère vous appelait, effrayée et confuse, et que votre instinct vous disait que les gens qui emballaient ces manteaux ne les emballaient pas pour des vacances, iriez-vous voir par vous-même, ou vous diriez-vous que ce n'est pas votre place? Gardez votre réponse. Je vais vous montrer ce qu'il y avait derrière la porte. Ce qu'il y avait derrière la porte, c'était un panneau, à vendre, posé à plat dans le garage, en attente. Pas encore planté.
En attente. Appuyé contre le mur, derrière le vieux vélo de Nana, emballé dans le même plastique que celui de ma future toge de diplômée. Je l'ai trouvé le samedi suivant, pendant que Nana faisait la sieste dans son fauteuil avec la télévision qui murmurait. J'étais venue prendre de ses nouvelles et j'avais fini dans ce garage. Et ce panneau était la chose la plus honnête que quiconque dans ma famille m'ait montré depuis des années. Je ne l'ai pas touché. Je suis restée là et j'ai fait le calcul, comme je le fais maintenant, comme l'école d'infirmière me l'a appris. Quel est le mécanisme? Quel est le calendrier? Qui en profite? La maison de Nana était entièrement payée. 50 ans, pas d'hypothèque, dans un quartier dont la valeur avait discrètement triplé pendant qu'elle ne regardait pas. Sur le papier, elle valait un peu plus de 400 000 $. Pour ma mère, ce chiffre n'était pas une maison où sa belle-mère avait vécu toute une vie. C'était un acompte. C'était la future cuisine de Colette. C'était la chose que la famille méritait pour le fardeau d'une vieille femme qui devenait gênante. Et le mécanisme pour l'obtenir était déjà en marche. 6 mois plus tôt, juste après le diagnostic, mes parents avaient fait asseoir Nana à sa propre table de cuisine et lui avaient fait signer une procuration. Pour sa protection, lui avait-il dit, pour qu'il puisse l'aider avec les factures. Nana, effrayée, nouvellement diagnostiquée et faisant confiance à son fils, avait signé. Elle ne se souvenait pas de l'avoir signé. Elle se souvenait seulement qu'après, ma mère avait commencé à dire « nous » en parlant de l'argent de Nana, quand, en parlant de la maison de Nana. Je sais comment ça sonne. Ça sonne comme le début de toutes les histoires que vous avez zappées. La famille avide, la grand-mère vulnérable, les papiers. Mais je vous promets, l'histoire ne se termine pas avec les papiers, et ce n'est pas l'arme que vous croyez. Restez avec moi. Le document le plus important de toute cette histoire est un que ma mère n'a jamais vu venir, et il n'a été signé à la table de cuisine de personne. J'ai remis le panneau exactement où je l'avais trouvé. Je suis rentrée. J'ai préparé une tasse de thé pour Nana, et je me suis assise avec elle pendant qu'elle me racontait une histoire sur mon père, à 6 ans, courant sur toute la longueur de ce porche de travers. Et j'ai pris une décision que je n'ai pas annoncée, car la première règle de ma famille est qu'annoncer une décision est le meilleur moyen de se la faire enlever. J'ai décidé que quoi que mes parents préparent, ils devraient me passer sur le corps. Au cours des semaines suivantes, je n'ai pas recueilli de preuves. Je veux être honnête à ce sujet, car la version de moi qui aurait l'air bien sur une affiche aurait commencé à monter un dossier. Je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à construire une relation avec une femme que j'étais sur le point de perdre. Je lui rendais visite 3, 4 fois par semaine. J'ai appris quel médicament allait avec quel repas. J'ai appris qu'à 4 heures de l'après-midi, elle avait peur sans que personne ne puisse en nommer la raison, et que la seule chose qui aidait était une voix de confiance disant des choses ordinaires. J'ai appris l'endroit exact sur son poignet où sa crème pour les mains de longue date vivait, et son odeur, la lavande et quelque chose de plus ancien, est devenue l'odeur de la seule pièce sûre de ma famille. Je vais vous donner une nuit, car je pense que vous devriez voir à quoi ressemblait de l'intérieur ce que la famille a appelé un scandale. C'était en février. Au cœur de l'hiver, 3 semaines avant un examen final de pharmacologie que je ne pouvais pas me permettre de rater. Nana s'est levée à 2 heures du matin, convaincue que c'était un jour d'école, que mon père était en retard pour le bus et qu'elle devait lui préparer son déjeuner. Et quand j'ai essayé de la guider vers son lit, elle a eu peur, puis s'est mise en colère, comme la maladie rend les gens en colère. Et elle ne me reconnaissait pas. Elle m'a appelé par le nom de ma mère. Elle a dit, « Diane, tu n'as jamais aidé une seule fois dans cette maison, et ça a touché un point sensible que j'ignorais encore avoir. » Alors, j'ai fait la seule chose qui fonctionnait. J'ai arrêté de la corriger. J'ai dit, « D'accord, préparons le déjeuner. » Et à 2 heures du matin, je me suis tenue dans ma cuisine et j'ai fait un sandwich au beurre de cacahuète pour un garçon qui avait maintenant 63 ans, endormi à 2 villes de là, et qui avait aidé à emballer les manteaux de cette femme. Et je l'ai coupé en triangle, comme elle me l'avait montré. Et je l'ai emballé et je l'ai posé près de la porte, pour un bus qui n'allait pas venir. Et Nana s'est calmée. Elle m'a pris le bras, a regardé le sandwich près de la porte et a dit, « Il aime sans la croûte, mais ne lui dis pas que je le fais encore. » Et puis, lentement,
elle est revenue à elle. Je l'ai vue se passer, la route qui revenait sous ses pas. Elle m'a regardé et a dit, « Tessa, c'est le milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'on fait debout ?» Et j'ai dit, « On prépare son déjeuner, Nana. » Et elle a ri jusqu'à en pleurer. Ou peut-être que c'était l'inverse. Et nous nous sommes assises sur le sol de la cuisine à 2h30 du matin, en train de manger un sandwich destiné à un fantôme. Voilà l'humiliation. Voilà l'isolement que ma mère a raconté à la famille. Voilà ce que j'ai fait à Eleanor. Je lui ai préparé des déjeuners pour des fantômes à 2h du matin et j'ai étudié la pharmacologie sur le sol à côté de son lit. Et jamais, pas une seule fois en 9 mois, je ne lui ai dit qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle, parce qu'elle était chez elle, et elle le savait. Et ça rendait ma mère folle que la vieille femme le sache. Mes parents ont remarqué que j'étais dans les parages. La façon de remarquer de ma mère est de faire un commentaire si acerbe qu'on ne sait pas si c'est une blague. Regardez qui a retrouvé sa grand-mère, a-t-elle dit un après-midi, en arrivant pour vérifier le courrier, ce qui signifiait pour me surveiller. 29 ans et soudain, tu es Florence Nightingale. J'étais en école d'infirmière à ce moment-là. Je n'ai pas corrigé le nom. J'ai dit, comment avance la vente de la maison, maman ? La pièce est devenue très silencieuse. Mon père a trouvé quelque chose de fascinant sur son téléphone, et ma mère a souri, le sourire qu'elle utilise quand elle recalcule. Il n'y a pas de vente, a-t-elle dit. Où as-tu eu cette idée ? Dans le garage, j'ai répondu. Personne n'avait jamais surpris ma mère dans la pause entre un mensonge et son remplaçant. Je l'avais fait une fois, à 9 ans, et elle ne me l'avait jamais pardonné. Et maintenant, je l'avais refait, et je l'ai regardé l'enregistrer. Ce panneau est vieux, a-t-elle dit. Ta grand-mère est confuse. Toi, plus que quiconque, tu ne devrais pas profiter d'une vieille femme confuse. Toi, plus que quiconque. Elle pouvait transformer ma propre décence en une accusation plus vite que n'importe qui. Et 1 an plus tard, elle le ferait à grande échelle, à toute une famille, et il la croirait, parce qu'elle est très, très douée, et parce que j'avais passé toute ma vie à refuser de me défendre. Mais cet après-midi-là, j'ai juste pris la tasse de thé de Nana, je l'ai lavée et j'ai dit, je ne suis confuse à propos de rien. Et je suis partie. Je dois ralentir ici et vous dire ce que ma mère a fait ensuite, car c'est la charnière sur laquelle toute l'année a tourné, et c'est la raison pour laquelle il y a eu une humiliation pour laquelle elle pouvait exiger des excuses. Elle a avancé le calendrier. 3 semaines après que j'ai trouvé le panneau, alors que j'étais en stage clinique de 12 heures avec mon téléphone dans un casier, mes parents ont déménagé Nana. Pas dans un endroit agréable, mais dans un établissement de transition à 40 minutes de là, choisi parce qu'il était bon marché et parce qu'il était loin. Et ils l'ont fait un mardi matin avec une camionnette de location et une histoire toute prête pour quiconque poserait la question. Eleanor voulait ça. Eleanor a demandé à être dans un endroit avec plus de soins. Nous faisons ce qui est le mieux pour elle. Je l'ai appris par un message vocal que Nana a laissé, en chuchotant, car elle avait caché son téléphone dans son cardigan. Tessa, ils m'ont emmené quelque part. Je ne sais pas où est la porte. S'il te plaît, ramène-moi à la maison, chérie. Ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison. Ces 3 mots vont revenir. Chaque fois qu'ils le feront, ils seront plus lourds. Je veux que vous vous souveniez d'où ils viennent. D'un message vocal d'une femme cachant un téléphone dans son pull, à 40 minutes de la seule maison qu'elle ait jamais aimée. Je ne suis pas allée à la police. Et voici pourquoi. Parce que je sais que c'est la question. Parce qu'il n'y avait aucun crime que la police aurait pu constater en un après-midi. Sur le papier, mes parents avaient une procuration. Sur le papier, une famille avait placé un parent âgé dans un établissement de soins agréé. Rien de tout cela n'était illégal en apparence. Tout cela était un vol. La loi est lente et ma grand-mère manquait cruellement de temps. Et j'ai compris, debout sur ce parking d'hôpital avec son message vocal tournant en boucle, que le seul atout que j'avais était celui que ma famille avait toujours sous-estimé. Moi, présente, refusant de me taire au moment exact où ils avaient parié sur mon silence. Alors, j'ai fait 2 choses, et seulement 2, et aucune d'elles n'était spectaculaire.
La première, je suis allée à cet établissement, et j'ai fait sortir Nana pour une visite familiale, ce que n'importe quel parent peut faire, et je ne l'ai jamais ramenée. Je l'ai emmenée à mon appartement. Je l'ai installée dans ma chambre et j'ai dormi sur le canapé pendant les 9 mois suivants. J'ai appelé ça une visite aussi longtemps que la fiction était utile. Et puis j'ai arrêté de l'appeler quoi que ce soit. La deuxième chose, je vous la raconterai bientôt, et c'est celle qui a compté, mais elle impliquait un homme nommé Crawford, et un après-midi où Nana était plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Et je vais la laisser arriver quand elle est arrivée, parce que si je vous la donne maintenant, ça sonnera comme un plan. Et ce n'était pas un plan. C'était une femme à qui on donnait, pour une fois, la chance de choisir. La réaction de ma mère quand j'ai emmené Nana n'a pas été de l'inquiétude. C'était de la fureur, déguisée en inquiétude pour le public. Ce qui nous amène enfin à la fête. Chaque été, mes parents organisent une fête pour leur anniversaire de mariage. Leur 35e allait être le grand. Un country club, une tente, 70 invités, ma mère en ivoire, mon père dans un rôle. Nana allait être sortie en fauteuil roulant pour les photos. C'était le plan. Et le plan exigeait que la famille croie à l'histoire officielle, qu'Eleanor était heureusement installée dans un établissement de soins, et que Tessa, la pauvre et instable Tessa, l'avait fait sortir par un complexe de sauveur mal avisé et avait besoin d'être ramenée doucement à la réalité. J'ai failli ne pas y aller. Je veux que vous le sachiez. J'avais appris à 9 ans que se présenter pour être blâmé est un choix, et j'avais passé 20 ans à le refuser. Mais Nana voulait y aller. Elle avait une bonne semaine, une de ses dernières vraies bonnes semaines, et elle voulait voir son fils à sa fête, et elle voulait porter sa robe bleue, et elle m'a demandé de l'y emmener, alors je l'ai emmenée. J'ai poussé ma grand-mère en fauteuil roulant dans la fête d'anniversaire de mes parents, dans sa robe bleue, avec sa crème pour les mains sur le poignet et la clé de sa maison sur un ruban bleu autour du cou, car elle ne voulait pas quitter l'appartement sans elle. Vous pouvez probablement sentir la forme de ce qui va arriver. Croyez-moi quand je vous dis que ça s'est pire passé que prévu. Je vais m'arrêter juste au bord de cette fête, parce que je vous ai fait gravir une longue colline et que vous avez mérité le sommet. Avant de vous faire entrer sous cette tente, avant de vous dire ce que ma mère a dit, ce que Nana a dit et ce que j'ai fait que toute ma famille a appelé une humiliation depuis, je veux que vous fassiez une chose. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez qu'il s'est passé. Devinez. Ai-je crié? Ai-je jeté un verre? Suis-je monté sur une chaise? La plupart des gens se trompent, car la plupart des gens supposent la chose la plus bruyante. Dites-moi votre supposition, et laissez-moi ensuite vous montrer ce qui se passe réellement lorsque la personne la plus silencieuse de la famille cesse enfin d'être silencieuse. Nous sommes arrivés en retard, exprès, pour que le fauteuil roulant ne fasse pas une scène pendant l'apéritif. C'est devenu une scène quand même. Ma mère a traversé la tente à la seconde où elle nous a vus, souriant pour la salle, sa voix basse et vicieuse pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Elle est censée être à Brookhaven. As-tu la moindre idée de l'image que ça donne? Elle voulait venir à votre fête, j'ai dit. C'est la mère de ton mari. Elle porte du bleu. Elle n'est pas bien, Tessa. Elle est assez bien pour savoir où elle est. Elle n'est pas assez bien pour savoir où tu l'as mise. Mon père est apparu à l'épaule de ma mère, faisant ce qu'il fait toujours. La médiation qui atterrit toujours, d'une manière ou d'une autre, de mon côté de la balance. Tessa, pas ici. On en parlera lundi. Ça fait un mois que tu dis lundi, papa. Et puis Nana, qui était restée silencieuse, qui avait observé la tente, les lumières et la mère de parents qu'elle reconnaissait à moitié, a levé la main et m'a pris le poignet. Sa poigne était plus forte qu'elle n'aurait dû l'être. Elle m'a regardé, et pendant un instant de pure clarté, le brouillard n'était plus là du tout. Et elle a dit, assez fort pour que la table la plus proche l'entende, ne les laisse pas vendre ma maison, Tessa. Je sais ce qu'ils font. Ne les laisse pas m'emmener. La table la plus proche a entendu, puis la suivante. C'est une physique étrange. Une pièce qui se tait. Ça se propage vers l'extérieur en cercle. Ma tante Marguerite, la sœur de mon père, s'est arrêtée au milieu d'une phrase avec une crevette à mi-chemin de sa bouche. Colette, près du bar, s'est retournée.
70 personnes, et celles qui n'avaient pas entendu les mots avaient entendu le silence et se tournaient pour en trouver la source. Et voilà, c'était le choix, celui que ma famille vous dira que j'ai mal fait. J'aurais pu la faire taire. J'aurais pu la sortir rapidement, m'excuser du regard auprès de la salle, laisser l'histoire de ma mère tenir. La pauvre Éléanore, confuse. La pauvre Diane, patiente. C'est ce que fait une fille gérable. C'est ce que la famille attendait, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Absorber le moment. Accepter le rôle. Garder l'attente silencieuse. Au lieu de ça, je me suis accroupie au niveau de Nana et j'ai pris sa main, celle avec la crème sur le poignet, et j'ai dit, pas à la salle, mais à elle. Mais je n'ai pas baissé la voix. Et c'était ça, le crime. Je sais. Je ne les laisserai pas faire. Tu rentres à la maison avec moi ce soir et tu ne retourneras pas dans cet endroit, et personne ne vendra ta maison. Puis je me suis relevée, j'ai regardé ma mère et j'ai dit la seule chose que j'ai dite à la salle de toute la soirée. La maison de la rue Callahan n'est pas à vendre. C'est celle d'Éléanore, et elle rentre à la maison. C'est tout. C'est ça, l'humiliation. C'est le scandale pour lequel on m'a ordonné de monter sur une scène et de m'excuser. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai accusé personne de quoi que ce soit devant les invités. Je n'ai pas eu besoin. Le visage de ma mère a fait l'accusation à ma place, parce que toute la salle venait de voir une vieille femme effrayée supplier sa petite fille de ne pas laisser la famille vendre sa maison, et avait vu la petite fille dire « Oui, bien sûr, rentre à la maison. On ne peut pas revenir en arrière. » La belle fête de ma mère était devenue, en 11 secondes, une salle pleine de gens recalculant tranquillement qui était vraiment Diane Sinclair. Elle ne m'a jamais pardonné ces 11 secondes. Pas le vol que j'avais interrompu, mais les secondes, l'expression sur les visages, le recalcul. J'ai poussé Nana jusqu'à ma voiture. Derrière moi, la fête essayait de se reconstituer, l'orchestre se remettant à jouer trop fort, le rire de ma mère grimpant par-dessus. Ma tante Marguerite nous a suivis sur le parking, et j'ai pensé pendant une seconde pleine d'espoir qu'elle était venue pour aider. Ce n'était pas le cas. Elle était venue pour dire « Tessa, ma chérie, ce n'est pas la bonne façon de faire. Ta mère a été sous tellement de pression. Tu mets ton père dans l'embarras. » Même Margot, que j'avais toujours crue différente, avait déjà choisi l'histoire confortable. J'ai bouclé la ceinture de Nana, l'ai ramenée chez moi, à mon appartement, et ne suis jamais retournée. C'était il y a 1 an. Nana a vécu 9 mois de plus dans ma chambre d'amis. Et pendant ces 9 mois, alors que j'apprenais à faire des injections, à lire des rythmes cardiaques et à me rendre au stage clinique avec 3 heures de sommeil, ma mère a construit un monument à ces 11 secondes. Elle est un génie pour ça. Je dois le lui reconnaître. Elle n'a plus jamais mentionné la vente de la maison à la famille. Cette histoire était morte, tuée devant 70 témoins, et elle est bien trop intelligente pour ressusciter un récit perdant. Au lieu de ça, elle a pivoté impeccablement vers un nouveau. La nouvelle histoire ne parlait pas d'une maison. Elle parlait de moi. De mon instabilité, de mon complexe du sauveur. De la scène que j'avais faite à leur anniversaire. De la façon dont j'avais isolé une femme vulnérable de sa famille aimante, l'avais pratiquement kidnappée, et humilié tout le monde dans le processus. Et voilà le truc avec une famille comme la mienne. Personne ne voulait de la vraie histoire, car la vraie histoire impliquait tous ceux qui avaient détourné le regard. La fausse histoire n'impliquait que moi, et on m'avait déjà assigné le rôle du problème familial 20 ans plus tôt, donc le costume m'allait. Personne n'a eu à acheter quoi que ce soit de neuf. Ils n'ont eu qu'à hocher la tête. Alors, ils ont hoché la tête. Les invitations se sont raréfiées. Les conversations de groupe dont je faisais partie sont devenues silencieuses, et celles dont je ne faisais pas partie se sont remplies. Colette, qui voulait que cette maison de 400 000 $ devienne sa cuisine de 400 000 $, est devenue la traductrice la plus éloquente de ma mère. Tout le monde s'inquiète pour toi, m'envoyait-elle par texto, ce qui est ce que ma famille dit au lieu de « Nous avons décidé que tu es la méchante, et c'est très confortable comme ça. » J'ai laissé faire. Je sais que vous voudriez que je me sois battue, mais j'étais occupée.
J'étais occupée à apprendre que la crème à la lavande devait être appliquée avant que le syndrome du crépuscule ne commence, pas après. J'étais occupée à tenir un seau à 3 heures du matin. J'étais occupée à être la seule personne de toute cette famille qui s'est réellement présentée pour la femme que tous prétendaient aimer. Je n'avais pas une heure de libre pour défendre ma réputation. Et honnêtement, j'avais cessé de croire que les réputations pouvaient être défendues dans ma famille. On n'argumente pas avec un verdict. On vit simplement d'une manière qui en fait un mensonge. Et ma mère ne s'est pas arrêtée aux parents qui hochaient la tête. Environ 6 semaines après la fête, une enveloppe Kraft est arrivée à mon appartement. Courrier recommandé, signature requise. J'ai signé, avec 3 heures de sommeil et un quiz pour ma licence dans mon sac. À l'intérieur, il y avait une pétition. Mes parents demandaient à un tribunal de leur accorder la tutelle d'urgence d'Eleanor Sinclair, au motif qu'elle était incapable et avait été retirée de soins appropriés par un membre de la famille, moi, qui était décrite dans la cruauté plate du langage juridique comme instable, éloignée, et financièrement motivée. Financièrement motivée. J'ai lu cette phrase debout dans l'embrasure de ma porte et j'ai ri, parce que la femme qui essayait de vendre une maison sous le nez de sa belle-mère m'accusait d'être là pour l'argent. Mais le rire s'est vite éteint, car j'ai compris ce qu'était réellement cette pétition. Il ne s'agissait pas de soins. C'était une porte d'entrée vers la maison. Si un tribunal faisait de mes parents les tuteurs de Nana, il contrôlerait où elle vivait et ce qu'il advenait de ce qu'elle possédait. Ils avaient perdu la vente devant 70 personnes. C'était leur façon de contourner la salle pour s'adresser à un juge qui n'avait pas été à la fête. Je veux vous dire que j'ai géré ça avec le calme dont je me vante. Je ne l'ai pas fait. Cette pétition a été le premier sol qui s'est dérobé, la première fois où j'ai vraiment cru que je pourrais la perdre. Je n'avais pas d'avocat sous la main. J'avais $1 300 d'économie, une liste de patients qui n'étaient même pas encore malades, et une grand-mère endormie dans ma chambre qui m'avait supplié de ne pas les laisser la ramener. Pendant environ une semaine, j'étais sûre que le château de cartes que j'avais construit études, travail, soins, tout en équilibre sur un manque de sommeil allait s'effondrer, et qu'un juge qui n'avait jamais rencontré Nana la rendrait aux gens qui emballaient ses manteaux. Voici ce qui nous a sauvés. Et ce n'était pas de l'intelligence. C'était la vérité, examinée par quelqu'un dont le travail était de regarder. Un tribunal nomme un évaluateur dans les cas de tutelle. Une assistante sociale neutre qui visite, qui parle à la personne au centre de tout ça, qui est très difficile à tromper parce qu'elle a vu toutes les versions de cette histoire. Elle s'appelait Madame Callaway, et elle est venue à mon appartement un mercredi après-midi. J'étais terrifiée, car je savais comment ça pouvait paraître. Une jeune femme de 29 ans avec une vieille femme malade dans sa chambre d'amis. C'est un titre que ma mère aurait pu écrire dans son sommeil. Madame Callaway a passé 2 heures. Elle a regardé le pilulier étiqueté par jour, par repas. Elle a regardé la note sur le frigo à propos de la peur de 16 heures et de la crème à la lavande. Elle a regardé le canapé où je dormais et la chambre que j'avais cédée. Et puis elle a demandé à parler avec Eleanor seule. Elle a fermé la porte, et je me suis assise sur mon propre canapé, en tremblant. C'était un bon jour. C'est ça, tout le miracle. Nana a eu un bon jour. J'ai appris plus tard ce qu'elle a dit à Madame Callaway, car c'était dans le rapport. Elle a dit, la femme de mon fils m'a mise dans un endroit où je ne trouvais pas la porte. Ma petite fille est venue me chercher. Je sais exactement où je suis. Je suis dans l'appartement de Tessa, dans la chambre avec les rideaux bleus, et je reste ici jusqu'à ma mort. Et si vous me renvoyez là-bas, je ne vous pardonnerai jamais. Et puis, parce qu'elle était Nana, même à ce moment-là, elle a ajouté, notez ça. La pétition a été rejetée. Le rapport de l'évaluatrice utilisait la phrase « Le placement actuel est clairement dans le meilleur intérêt de la pupille », ce qui est le langage bureaucratique pour dire « Elle est exactement là où elle devrait être ». Mes parents n'ont jamais obtenu leur tutelle, et ils n'ont jamais retrouvé leur porte d'entrée vers la maison. Et cet échec, discret sur le papier, dont la famille n'a pas été témoin, est la vraie raison pour laquelle ma mère avait besoin que la fête reste l'histoire. Parce que, Tessa a fait une scène, c'est supportable.
Nous avons essayé de faire déclarer notre propre fille instable par un juge pour pouvoir prendre la maison de grand-mère, et une assistante sociale a examiné les faits et s'est rangée du côté de Tessa, ça ne l'est pas. Donc ce chapitre, comme la vente, a tout simplement disparu de la mémoire de la famille. Ma mère est très disciplinée quant aux défaites qu'elle autorise à exister. Ils ont essayé une fois de plus, en personne, avant d'abandonner la voie légale. Mon père a convoqué une réunion de famille en novembre et m'a demandé de venir seul chez eux pour parler de grand-mère en famille. J'ai failli ne pas y aller. J'y suis allée parce que je voulais encore, même à ce moment-là, que ce soit ce qu'ils disaient que c'était. Ce n'était pas le cas. Je suis entrée dans leur salon et c'était une embuscade, ma mère, mon père, Colette, et une femme que je ne connaissais pas qui s'est avérée être une conseillère familiale. Ma mère l'avait engagée pour une seule session, dont le rôle était d'établir gentiment, devant des témoins, que j'isolais une adulte vulnérable et que je devais laisser la famille revenir. Ils avaient un dossier. Ils avaient des points de discussion. Ils avaient disposé sur la table basse, comme des pièces à conviction, des impressions de choses que j'avais postées des années auparavant, de petites preuves tristes de la vie normale d'une personne normale, organisées pour suggérer l'instabilité. Je me suis assise dans ce salon et j'ai senti l'ancien rôle être ajusté sur mes épaules une fois de plus, l'enfant à problème, l'instable. Et j'ai senti la fillette de 9 ans commencer à chercher les excuses qui feraient cesser tout ça. Et puis j'ai pensé à Nana disant, notez ça. Je me suis levée et j'ai dit la seule chose que j'ai dite de toute la réunion. Eleanor a une évaluation judiciaire dans son dossier qui dit qu'elle veut rester avec moi. Vous l'avez tous aussi. Vous en avez reçu une copie. Cette réunion est terminée. Et je suis partie. Derrière moi, j'ai entendu la conseillère engagée dire, avec incertitude, cela change les choses. Et la voix de ma mère grimpant par-dessus la sienne. Et je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi, vers la seule personne de cette famille qui ne m'avait jamais fait passer d'audition pour ma place. C'était la dernière fois qu'ils ont tenté quoi que ce soit d'officiel. Après ça, ma mère s'est entièrement tournée vers la diffamation, car la diffamation était le seul champ de bataille où les faits ne pouvaient pas être entendus, et elle était en train de le gagner, jusqu'au jour où elle a choisi la mauvaise salle. Cependant, quelque part durant ces mois, quelque chose s'est produit que ma mère ignorait. Et c'est la deuxième chose que j'ai faite, celle que je vous avais promise. Et c'est le moment. C'était un jeudi, en automne. Nana s'est réveillée complètement elle-même. De cette manière qui allait et venait, et que les médecins disaient que nous devrions chérir, car ça arriverait de moins en moins. Elle connaissait mon nom. Elle connaissait l'année. Elle tenait son café avec 2 mains stables. Et elle a regardé autour de mon petit appartement et a dit, « Tu m'as donné ta chambre. Tu en avais plus besoin. » J'ai répondu, « Non. » Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Ils m'ont enlevé la clé de ma maison du ruban, tu sais, à cet endroit. » Je l'ai reprise. Je ne partais pas sans elle. Elle a touché le ruban bleu à son cou. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas eue. Et puis elle a dit la phrase sur laquelle j'ai tout construit. Elle a dit, « Tessa, je veux régler ça tant que je le peux encore. Je veux voir Walt Crawford aujourd'hui, s'il a le temps, avant que je ne perde à nouveau la route. » Walt Crawford avait été l'avocat de Nana pendant 30 ans. Il avait rédigé son testament original à l'époque où mon grand-père était vivant. Il était vieux lui-même maintenant, à la retraite partielle, mais il répondait lui-même au téléphone. Et quand j'ai expliqué qui appelait, il a dit, « Amenez Eleanor. » Je me demandais quand quelqu'un le ferait. Et je veux être prudente ici, car je sais comment une histoire comme celle-ci peut basculer vers la chose où la personne vulnérable est guidée. Ce n'était pas le cas. Je me suis assise dans la salle d'attente. Je ne suis pas entrée dans cette réunion. Crawford a insisté. Je dois parler avec Eleanor seule pour que personne ne puisse jamais dire qu'elle a été poussée. Il l'a rencontrée pendant 1 heure, avec un collègue comme témoin, et il avait une note de médecin dans son dossier, de cette bonne semaine, attestant qu'elle savait ce qu'elle faisait. Ce que Nana a fait pendant 7 heures, elle l'a fait entièrement seule. Elle a révoqué la procuration que mes parents lui avaient arrachée. Elle m'a nommé sa mandataire pour les soins de santé, la personne qui déciderait à la fin ce qui lui arriverait.
Et elle a changé son testament. Elle m'a légué la maison de la rue Callahan et tout ce qu'elle possédait. Pas parce que je l'ai demandé. Je ne savais pas ce qu'elle faisait là-dedans jusqu'à ce que Crawford me l'explique après, et je me suis assise dans son bureau et j'ai pleuré, ce que je ne fais pas, parce que pour la première fois de ma vie, un membre de ma famille avait regardé les deux versions de moi, le problème et la personne, et avait choisi la personne, exprès, par écrit, avec un témoin. C'est le document que ma mère n'a jamais vu venir. Pas un reçu de ses crimes, mais le dernier choix libre d'une femme. Et il est resté tranquillement classé dans le bureau de Walt Crawford pendant des mois, tandis que ma mère disait à toute la famille que j'étais instable. Et je n'ai rien dit, parce que ce n'était pas à moi de l'annoncer. C'était à Nana. Et Nana était encore en vie. Et, dans ses bons jours, ma grand-mère. Et je n'allais pas passer ces derniers mois à la transformer en une arme dans une guerre avec son fils. Il y a eu un bon jour de plus après celui de Crawford, en janvier, et je l'ai consacré à quelque chose qui n'avait aucun poids juridique, mais qui comptait plus que tout. Nana s'est réveillée en demandant sa maison. Pas effrayée pour une fois, juste nostalgique, de la façon dont on demande une saison qui est terminée. Et j'ai pensé, la maison est toujours à elle. Elle n'a jamais été vendue. Elle est là, sur la rue Callahan, vide, en attente, de la même manière que ce panneau, à vendre, avait autrefois attendu dans le garage, sauf que maintenant elle attendait pour la bonne raison. Alors, je l'ai emmitouflée dans la voiture, et je l'y ai conduite. Je n'étais pas retournée à l'intérieur depuis le jour du panneau. Mes parents avaient vidé une partie, la préparant pour une vente qui n'a jamais eu lieu, mais les fondations étaient toutes là. La marche de travers, dont je l'ai averti par habitude, et qui l'a fait rire. La cuisine qui sentait encore faiblement, sous la poussière, la lavande. Je l'ai fait visiter lentement. Elle narrait. C'est là que ton grand-père a fait sa demande, debout juste là comme un imbécile avec la bague dans la mauvaise poche. C'est là que Frédéric a fait ses premiers pas et s'est cogné la tête sur le radiateur. Et j'ai cru que je l'avais tué. C'est la fenêtre où je m'asseyais pendant la guerre, en attendant le courrier. Pièce par pièce, elle m'a donné sa vie. De manière factuelle, sans essayer de me rendre triste, me montrant juste la maison que toute une famille avait réduite à un chiffre avec une virgule. À la fin, elle s'est assise dans la cuisine, dans la chaise où elle s'était toujours assise. Et elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, « Je n'ai pas besoin de la garder, tu sais. Je sais que je ne peux pas revenir y vivre. Je ne suis pas confuse à ce sujet. » Elle a touché la clé sur le ruban bleu à son cou. J'avais juste besoin de voir qu'elle était encore à moi pour la donner. Qu'il n'avait pas le droit de décider. C'est tout ce que j'ai toujours voulu de tout ça. Pas la maison, le choix. Elle m'a regardé. Tu m'as rendu le choix, Tessa. Personne n'a fait ça pour moi depuis la mort de ton grand-père. Et puis, parce qu'elle était Éléanore, elle s'est levée et a dit, maintenant, ramène-moi à la maison. Et je veux dire ta maison. Celle avec le canapé terrible sur lequel tu dors. Ne crois pas que je ne le sais pas. Et elle avait raison. Et je l'ai ramenée à l'appartement. Et c'était la dernière fois que l'une de nous deux a été à l'intérieur de la maison de la rue Callahan pendant qu'elle était en vie. Nana est morte en mars, un après-midi gris, dans la chambre qui était la mienne. Je tenais la main avec la crème sur le poignet. Elle était presque partie à ce moment-là, les bons jours terminés depuis longtemps, mais dans la dernière heure, elle était calme. Je lui ai dit que la maison était en sécurité et qu'elle était à la maison, ce qui était vrai, car la maison avait cessé d'être un endroit sur la rue Callahan pour devenir l'endroit où j'étais assise avec elle. Elle m'a serré la main une fois. C'était la dernière chose. Je veux vous dire qui était dans cette chambre et qui n'y était pas, car c'est toute la thèse de ma famille en une seule photographie. Dans la chambre, moi. Reine, qui était venue dès que j'ai appelé, qui est restée avec moi les 2 derniers jours et qui m'a fait manger parce que j'avais oublié que les gens font ça. Une infirmière de soins palliatifs nommée Bridget, de qui j'ai appris plus en 6 semaines que pendant certains semestres, qui a pleuré avec moi et n'en a pas eu honte. C'était ça, la chambre. 3 d'entre nous, aucune liée à Éléanore par le sang, sauf celle qu'elle a choisie. Pas dans la chambre, son fils, sa belle-fille,
sa petite-fille Colette, qui avait tant voulu la maison et n'a pas pu prendre la peine de s'asseoir avec la femme qui la possédait pendant qu'elle mourait. Ils étaient à 40 minutes de là, et ils avaient été à 40 minutes de là pendant 9 mois. Ils enverraient des fleurs aux funérailles avec une carte qui disait « Mère et grand-mère bien-aimée » en écriture cursive de fleuriste, et chaque mot sur cette carte était une chose qu'ils avaient refusé d'être pendant que ça comptait encore. Mes parents ne sont pas venus dans la chambre de soins palliatifs. Ils sont venus aux funérailles, vêtus de leurs habits de cérémonie. Ma mère a pleuré la juste dose devant les bonnes personnes. Et après, sur le parking, elle m'a trouvée et m'a dit doucement, juste pour moi, « Tu n'avais pas le droit de nous l'enlever à la fin. » Je l'ai regardée. J'étais trop fatiguée pour être en colère. Vous aviez toutes les occasions de venir, j'ai dit. Vous étiez à 40 minutes de là pendant 9 mois. Vous n'êtes jamais venu une seule fois. Tu as rendu ça impossible. J'ai rendu ça possible. Vous l'avez rendu facultatif. Ce n'est pas la même chose, maman. Elle n'avait pas de réponse. Alors, elle a saisi la plus vieille arme qu'elle avait. Les gens disent de telles choses sur toi, Tessa. Sur ce que tu as fait. Tu devrais réfléchir à la façon dont tu vas arranger ça. Arranger ça. C'était la première apparition de l'exigence qui, 3 mois plus tard, deviendrait l'ultimatum de la remise des diplômes. Même aux funérailles de sa propre belle-mère, devant la perte, ma mère était déjà en train de rédiger les excuses qu'elle voulait que je fasse. Pas pour le vol qu'elle avait tenté, mais pour les 11 secondes où la salle l'avait vu clairement. Maintenant, vous êtes à jour. Nous sommes de retour dans ma cuisine de location, 11 jours avant la remise des diplômes, avec le téléphone face contre le comptoir, la clé sur le ruban bleu, et les 2 mots que j'avais envoyés, laisse tomber. Et les 2 sièges du 2e rang que j'étais sur le point de donner. Parce que voici ce que ma mère n'avait pas compris à propos de l'ultimatum. Elle pensait m'offrir un marché, ta dignité contre notre présence. Elle pensait que ma remise de diplôme, le plus grand jour que je m'étais jamais construit, était un levier. Elle pensait que je voudrais tellement qu'il soit là que je me lèverais pour mentir sur la meilleure chose que j'ai jamais faite. Elle jouait sur ma faim d'être incluse depuis que j'avais 9 ans, et ça n'avait jamais échoué. Mais elle avait fait une erreur que les gens comme ma mère finissent toujours par faire. Elle avait confondu mon silence avec de la faiblesse pendant si longtemps qu'elle avait oublié que le silence peut aussi être une décision. Et elle ne connaissait pas l'existence du bureau de Walt Crawford. Elle ne savait pas que le testament avait été homologué 2 semaines plus tôt, ni que la maison de la rue Callahan était, depuis ce mois-là, légalement et définitivement à moi. Elle ne savait pas que l'histoire qu'elle avait construite Tessa l'instable, Tessa qui a enlevé Eleanor avait des fondations de sable, et qu'une seule phrase honnête de la bonne personne pouvait tout balayer. 2 jours avant l'arrivée de cet ultimatum, une enveloppe du comté était arrivée. Pas en recommandé cette fois, pas une menace, juste une enveloppe commerciale ordinaire avec le bureau de l'enregistrement dans le coin. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété enregistré, mon nom dessus, pour la maison de la rue Callahan, le transfert tamponné, classé et permanent. Je me tenais dans la même embrasure de porte où j'avais autrefois signé pour une pétition de tutelle qui me qualifiait de « financièrement motivé ». Et je tenais la preuve qu'un tribunal, un comté et la propre main libre d'une femme s'étaient tous mis d'accord sur qui Eleanor Sinclair faisait confiance. Et j'ai pensé, ma mère est sur le point d'exiger que je m'excuse pour ça. Elle va se tenir quelque part en public et insister pour que je dise pardon pour la seule chose que 3 autorités distinctes viennent de confirmer comme légitime. Il y a un vertige particulier à se voir ordonner d'avoir honte de quelque chose que la loi elle-même vient de valider. J'ai mis l'acte de propriété dans le tiroir où je gardais les choses qui étaient vraies, peu importe comment ma famille décidait de les appeler. Puis, 2 jours plus tard, le téléphone a vibré sur le comptoir. C'était ma mère, et c'était l'ultimatum. J'ai repris le téléphone. Je ne lui ai pas envoyé de nouveaux textos. Au lieu de ça, j'ai appelé le bureau du registraire de mon école d'infirmière et j'ai demandé si je pouvais réassigner mes 2 sièges familiaux réservés. 2e rang, côté couloir. J'en ai donné un à Reine Donnelly, qui avait été ma partenaire d'études pendant 16 mois et était devenue, quelque part en chemin, la sœur que j'aurais dû avoir. Reine,
qui a un jour conduit 90 minutes à minuit pour rester avec Nana afin que je puisse dormir avant un examen de licence. Et le deuxième siège, je l'ai gardé. Je ne l'ai pas rempli tout de suite. Il me restait un appel à passer, et je n'étais pas encore sûre si la personne que je voulais appeler viendrait. C'est avec cet appel que commence le dernier acte. Mais d'abord, l'ultimatum nécessitait une réponse complète. Et ma mère, étant ma mère, ne pouvait pas en rester à deux mots. Elle a fait monter les enchères. Bien sûr qu'elle l'a fait. Le lendemain de « Laisse tomber », ma sœur a appelé. Colette s'occupe des appels téléphoniques difficiles de ma mère comme un avocat s'occupe des dépositions, en douceur, avec un script. Toujours capable de dire plus tard qu'elle essayait juste d'aider. Tessa, salut. Alors, maman est vraiment blessée. D'accord. Elle a l'impression que tu l'as punie en ne la laissant pas venir à ta remise de diplôme. J'ai littéralement ri. Elle m'a dit qu'elle ne viendrait pas, à moins que je ne monte sur scène pour m'excuser auprès de la famille d'avoir pris soin de Nana. J'ai dit, laisse tomber. Ce n'est pas moi qui l'a punie, Colette. C'est moi qui refuse une négociation d'otage. Une pause, puis le pivot que j'aurais pu écrire. Tu sais, certains d'entre nous ont l'impression que tu n'as jamais vraiment pris la responsabilité de la façon dont cette fête a bouleversé tout le monde. Papa est toujours embarrassé. Les Hartley étaient là. Les Hartley sont les beaux-parents de Colette. Il ne s'agit pas que de toi. Nana m'a demandé de ne pas vous laisser vendre sa maison, j'ai dit, devant tout le monde, parce que vous essayez de vendre sa maison. J'ai dit, d'accord. C'est tout le crime, Colette. Vous avez juste tous accepté de l'appeler autrement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu étais là. Tu voulais l'argent pour ton acompte. Je me souviens de ton visage quand j'ai dit que la maison n'était pas à vendre. On aurait dit que je te l'avais arraché des mains, parce que c'est ce que j'avais fait. Silence. Puis, froidement, tu as toujours dû te donner le beau rôle, celui de la martyre. C'est épuisant, Tessa. Personne n'y croit plus. Et elle a raccroché. Personne n'y croit plus. C'est la phrase que j'ai portée pendant la pire partie de la semaine, car elle s'est avérée être un avant-goût. Ma mère n'allait pas seulement manquer ma remise de diplôme. Elle avait réalisé que la manquer et rester silencieuse me laisserait avoir ma journée, sans tâche. Et une journée sans tâche pour moi lui était intolérable. Alors, elle a choisi une autre tactique. Et je ne l'ai pas vue venir avant qu'il ne soit presque trop tard. Mon père a appelé cette nuit-là. Pas en haut-parleur avec ma mère dans la pièce, comme ses appels arrivaient d'habitude. Seul, tard, la voix basse. Et pendant une seconde, j'ai pensé, comme je l'avais toujours pensé, comme je n'avais jamais appris à ne pas le faire, qu'il appelait pour être mon père. Tessa, c'est papa. Je sais. Une longue pause. Je pouvais entendre une télévision quelque part derrière lui, et je l'ai imaginé dans le garage, peut-être, ou dans la voiture dans l'allée. Partout où un homme va dans cette maison pour passer un appel que sa femme ne peut pas entendre. Ta mère est décidée pour cette histoire d'excuses, a-t-il dit finalement. Je pense que si tu lui donnais juste quelque chose, quelques mots, ça n'a pas besoin de signifier quoi que ce soit. Tu sais comment elle est. Ça arrangerait beaucoup de choses. Voilà. Même maintenant, même la petite partie honnête de lui ne pouvait aller plus loin que de me demander de mentir pour que la maison reste calme. Papa, j'ai dit, penses-tu vraiment que je dois des excuses à la famille? Toi, pas maman. Tu étais là. Tu sais ce qu'elle voulait faire avec la maison de Nana. Tu as aidé. Le silence au bout du fil était si long que j'ai vérifié l'écran pour voir s'il avait raccroché. Il ne l'avait pas fait. Et puis il a dit quelque chose que j'ai enregistré et dont je n'ai compris tout le poids que 3 jours plus tard, dans une pièce lumineuse. Il a dit, très doucement, je ne sais pas comment être de ton côté sans perdre tout le reste, Tess. Et j'ai dit, c'est tout le problème, papa. Tu as passé toute ma vie à décider que j'étais le tout que tu pouvais te permettre de perdre. Et il n'a pas argumenté, parce que c'était vrai. Et nous sommes restés là tous les deux, dans cette vérité, pendant un moment. Puis il a dit bonne nuit et a raccroché, et n'a pas, cette nuit-là,
choisi mon camp. Mais quelque chose s'était fissuré. Je l'ai entendu. Je ne savais juste pas encore jusqu'où la fissure irait. Puis ma mère a fait son vrai coup. Et ce n'était pas un appel téléphonique. Elle a décidé de venir, finalement. Pas pour me soutenir, mais pour collecter les excuses en personne, en public, le seul jour que je ne pouvais pas déplacer pour l'éviter. Je l'ai appris par ma tante Marguerite. Margot, que j'avais rayée de ma liste sur un parking de country club un an plus tôt, m'a envoyé un texto le jeudi avant la cérémonie. Le texto que j'avais en fait ignoré, elle avait essayé de me joindre 2 fois depuis la mort de Nana et j'avais laissé les 2 en lu, car la dernière fois que Margot m'avait contacté, c'était pour me dire que je mettais mon père dans l'embarras. Mais ce texto était différent. Il disait « Tessa, j'ai besoin de te parler avant samedi. C'est à propos du plan de ta mère pour la remise des diplômes, et c'est à propos d'Éléanore. Il y a des choses que je ne savais pas il y a 1 an. S'il te plaît, appelle-moi. Je te dois au moins ça. » Je l'ai lu 4 fois. Puis je l'ai appelé, et Marguerite m'a dit 2 choses qui ont changé le sol sous mes pieds. La première était le plan. Ma mère avait dit à la famille élargie qu'elle et mon père assisteraient à ma remise de diplôme pour soutenir Tessa malgré tout, et qu'ils espéraient que je ferais, enfin la bonne chose, et reconnaîtrais la famille dans mes remarques. Car, et la voix de Margot est devenue prudente ici, ma mère avait appris que j'avais été choisie pour prononcer un court discours lors de la cérémonie d'épinglage. 2 étudiants sont choisis par la faculté à chaque promotion. J'étais l'une d'entre eux. Je ne l'avais pas dit à ma famille. Ma mère l'a appris comme elle apprend tout, par le réseau. Et elle avait décidé que mes 3 minutes à un podium étaient la scène parfaite pour les excuses publiques qu'elle exigeait depuis 1 an. Elle allait s'asseoir au premier rang, visiblement, une mère fière et blessée. Et elle pariait que, avec elle juste là, à me regarder, je craquerais comme j'avais toujours craqué. Et si je ne le faisais pas, si je montais là-haut et ne rampais pas, elle était prête à être submergée par l'émotion, à se lever, à faire sa propre scène discrète, à transformer mes 3 minutes en un référendum sur ma cruauté. Dans tous les cas, elle gagnait. Soit je m'excusais et confirmais son histoire, soit je ne le faisais pas, et elle jouait son chagrin et le confirmait quand même. Je veux vous dire que je suis restée calme. Je ne l'ai pas fait. C'est la partie où le contrôle dont je suis si fière s'est fissuré. Et je vais vous laisser le voir, parce que c'est la vérité. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, le dos contre le placard et la clé sur le ruban bleu dans mon poing. Et pour la première fois depuis la mort de Nana, je me suis effondrée. Pas parce que j'avais peur de ma mère, mais parce que j'ai compris, assise sur ce sol, qu'elle allait être dans cette salle, et qu'une partie de moi, la fillette de 9 ans, celle à qui on avait attribué le nain de jardin, celle qui n'avait jamais été crue une seule fois voulait encore, sous tout le reste, que sa mère lève les yeux vers ce podium et soit fière. Et ce désir, c'était le levier. Tant que je le voulais encore, elle pouvait encore l'utiliser. J'ai pleuré parce que j'avais 30 ans et je n'avais toujours pas fini d'enterrer un espoir que je savais mort depuis mon enfance. C'était le point le plus bas. Pas l'ultimatum, mais le sol, la réalisation que même maintenant, même en tenant le testament, la clé et la vérité, on pouvait m'atteindre. J'ai failli ne pas y aller. Je veux être honnête à ce sujet. Pendant environ 1 heure, je suis restée là et j'ai fait le vieux calcul. Se présenter pour être blâmé est un choix. Ne prends pas le rôle. Reste à la maison. Laisse-leur la chaise vide. Et j'ai presque réussi à me convaincre de manquer ma propre remise de diplôme pour empêcher ma mère d'avoir une scène. Et ce n'était même pas à propos de moi, au final. C'est ce qui m'a fait me relever du sol, finalement, réaliser de quoi la peur parlait vraiment. Je n'avais pas peur d'être humiliée. J'avais survécu à l'humiliation depuis mes 9 ans. Je pouvais survivre à 3 minutes de plus. J'avais peur de ce que ma mère ferait à Nana. Parce que si je me tenais à ce podium, que ma mère se levait et jouait son chagrin, l'histoire qui sortirait de cette salle pour mes camarades de classe, leur famille, tout le monde serait l'histoire de Diane. Celle où Éléanore était une vieille femme confuse, volée par une petite fille instable. Et Nana n'était plus là pour dire « notez ça ». La seule voix qui lui restait au monde était la mienne.
si je laissais ma mère gagner la salle, je ne perdais pas seulement une remise de diplôme. Je les laissais faire à la mémoire de Nana exactement ce qu'ils avaient essayé de faire à la maison de Nana. La prendre discrètement, pendant que personne qui l'aimait ne regardait. Et je lui avais promis, sa main dans la mienne, dans une chambre au rideau bleu, que je ne les laisserais pas faire. Tu n'as pas le droit de me faire m'excuser d'avoir tenu cette promesse. Je l'ai dit à voix haute dans ma cuisine vide, et l'entendre de ma propre voix a été la chose qui m'a finalement remise debout. Et puis Margot m'a dit la deuxième chose. Elle a dit, Tessa, je suis allée voir Eleanor l'hiver dernier, avant que son état ne s'aggrave. Je ne l'ai pas dit à ta mère. Juste, après cette fête, je n'arrêtais pas de penser à son visage, à ce qu'elle a dit. Ramène-moi à la maison. Alors, je suis allée à ton appartement un après-midi pendant que tu étais à l'école. Eleanor m'a laissé entrer. Elle avait un bon jour, et nous avons parlé pendant 2 heures. Je ne le savais pas. Nana ne me l'avait jamais dit. Elle m'a tout raconté, a dit Margot, sur la procuration, sur Brookhaven, sur la façon dont tes parents ont emballé ces manteaux en octobre. Et elle m'a dit ce qu'elle a fait au bureau de Walt Crawford. Elle en était si fière, Tessa. Elle a dit, j'ai enfin fait une chose qu'il ne pouvait pas défaire. Et elle m'a fait promettre quelque chose. Elle a dit, quand Diane s'en prendra à cette fille, et elle le fera, tu diras la vérité. Tu es la seule qui sera crue, parce que je t'ai élevée et qu'ils ne peuvent pas te traiter d'instable. La voix de Margot s'est brisée. J'ai été une lâche pendant 1 an. J'ai laissé la version de ta mère tenir parce que c'était plus facile, et j'avais honte de la façon dont je m'étais comportée sur ce parking. Mais j'ai fait une promesse à ta grand-mère. Et je ne vais pas laisser Diane te faire samedi ce que nous l'avons tous laissé te faire à cette fête. Alors, je serai là, si tu veux de moi, où que tu veuilles. Je me suis relevée du sol de la cuisine. J'ai reposé la clé sur le comptoir et j'ai passé le dernier appel. Et ce n'était pas un appel. C'était un texto, et il était pour Margot, et il disait, siège côté couloir, 2e rang. C'est le tien. Porte du bleu. Alors, voici comment les sièges ont été répartis. Ce que ma mère pensait me punir en refusant. 2e rang, 2 sièges. Reine Donnelly, qui m'a choisi chaque jour pendant 16 mois, et Marguerite, qui a finalement choisi la vérité plutôt que l'histoire confortable. Les 2 personnes liées à ma famille qui s'étaient réellement, au final, présentées. Ma mère a refusé son siège comme une arme, et je l'ai donné à la seule personne de la famille dont la parole ne pouvait pas être rejetée. La sœur avec qui mon père avait grandi, la femme que ma grand-mère avait élevée, le témoin que Nana elle-même avait désigné d'outre-tombe. Ma mère avait passé 1 an à construire une histoire qui ne fonctionnait que tant que personne qui ne pouvait pas être discrédité ne disait la vérité. Et elle était sur le point d'entrer dans une pièce et de tendre un micro à cette personne. Si vous avez déjà été le bouc émissaire de la famille, si vous savez exactement ce que l'on ressent quand on vous refile un rôle que vous n'avez pas demandé en vous disant de le porter en silence, alors vous savez déjà sur quoi ma mère pariait quand elle a prévu de s'asseoir au 1er rang. Elle pariait sur la fille que j'étais. Alors, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé quand la personne la plus silencieuse de la famille s'est approchée d'un micro, sans rien à s'excuser, et a découvert en temps réel que cette fille avait disparu. Le matin de la remise des diplômes était clair et chaud. Environ 300 d'entre nous, dans un auditorium universitaire qui sentait la cire et les œillets, des toges, des mortiers, et la joie nerveuse particulière de personnes qui ont survécu à quelque chose ensemble. J'ai trouvé ma place dans la section des diplômés. Je n'ai pas cherché mes parents. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir ma mère dans la pièce, comme on sent le temps changer, une pression derrière les yeux. Elle et mon père étaient au 3e rang, côté couloir, exactement là où une mère fière et blessée voudrait être vue. Ma mère s'était habillée pour l'occasion. De l'ivoire, encore, 1 an plus tard, la couleur d'une femme qui se considère comme la partie lésée. Mon père à côté d'elle dans son beau costume gris, l'air, même de l'autre côté de la pièce, d'un homme qui a accepté quelque chose qu'il ne comprend pas entièrement. Et au 2e rang, une rangée plus près de la scène que mes parents, étaient assises Reine Donnelly et Marguerite Sinclair Foster. Reine dans une robe verte, Margot en bleu, le bleu de Nana. Margot a croisé mon regard et a touché quelque chose à son cou.
Elle portait une écharpe, et épinglée dessus, j'ai réalisé, sur un ruban délavé, il y avait une clé. Pas la clé. La clé était sur mon comptoir. Sa propre clé de maison, j'ai appris plus tard, sur un ruban qu'elle avait noué ce matin-là, pour que, quand je regarderai, j'ai quelque chose à quoi me raccrocher qui ne soit pas la peur. Je n'ai jamais de ma vie été aussi reconnaissante envers une personne qui a compris exactement ce dont j'avais besoin sans qu'on le lui dise. Au bout de cette même rangée était assis un vieil homme dans un beau costume gris que je n'ai pas reconnu au début. Les mains croisées sur une canne, il me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. J'ai supposé que c'était le grand-père de quelqu'un, un étranger, et j'ai détourné le regard. Je me trompais sur qui il était, et je ne comprendrais pourquoi il était venu qu'à la réception, quand il s'est levé et a terminé ce que ma grand-mère avait commencé dans son bureau 1 an plus tôt. La cérémonie d'épinglage est une chose à part, plus ancienne que l'école, silencieuse et un peu sacrée, même pour les gens qui ne sont pas sentimentaux. Un par un, nous avons traversé la scène et avons été épinglés par la faculté. Et puis les 2 étudiants choisis ont parlé. L'autre étudiante est passée la première, a parlé de résilience, elle était adorable, et je ne me souviens pas d'un mot de ce qu'elle a dit, parce que je tenais mes 3 minutes dans mes mains comme quelque chose qui pourrait se renverser. Puis ils ont appelé mon nom, Tessa Sinclair, et je me suis dirigée vers le podium. J'ai fait l'erreur de regarder ma mère, et elle m'a fait un petit signe de tête, encourageant, public. Le signe de tête qui disait « Vas-y, ma chérie. Fais la bonne chose et tout est pardonné. » Elle pensait vraiment que ça allait arriver. Elle pensait que 16 mois d'aube, une femme morte dans ma chambre d'amis, une maison qui était la mienne et une promesse qu'une grand-mère avait arrachée à sa seule parente digne de confiance, elle pensait que tout ça allait s'effondrer en des excuses parce que je l'avais regardée, qu'elle m'avait fait un signe de tête et que ça avait toujours suffi. Je l'ai quittée des yeux. J'ai trouvé l'écharpe bleue de Margot et la clé sur le ruban, et j'ai parlé. Je ne vais pas reproduire les 3 minutes, mais je vais vous donner la partie qui a compté. La partie qui a changé le visage de ma mère en pierre, en temps réel, parce que je ne me suis pas excusée et que je n'ai pas attaqué. J'ai fait quelque chose contre lequel elle n'avait aucune défense. J'ai dit la vérité, chaleureusement, sur qui m'a appris à être infirmière. La plupart d'entre nous, j'ai dit, pensent que nous avons choisi cela à cause d'une personne, une infirmière qui a été gentille avec nous une fois, un grand-parent que nous n'avons pas pu sauver. Pour moi, c'était ma grand-mère, Éléanore. Elle a passé les 9 derniers mois de sa vie sous mes soins. Et elle m'a tout appris ce que les manuels ne peuvent pas. Elle m'a appris qu'être présent est tout le travail. Que lorsque quelqu'un a peur et ne trouve pas la porte, on ne répare pas. On ne part tout simplement pas. Elle m'a appris que les gens qui se présentent dans la dernière chambre sont ceux qui allaient toujours se présenter, et que l'on découvre qui ils sont bien avant la dernière chambre. J'ai appris à être infirmière à 4 heures de l'après-midi, quand elle avait peur sans raison et que le seul remède était une voix familière disant des choses ordinaires. Je veux être cette voix pour des étrangers maintenant, parce que quelqu'un a été cette voix pour moi, et parce qu'elle m'a demandé, vers la fin, de m'assurer que personne, effrayé et oublié, ne se sente jamais comme s'il n'avait pas de porte. Cette épinglette est autant la sienne que la mienne. Merci. C'était tout. Chaleureux, vrai, public, et absolument dévastateur pour la femme du 3e rang, car chaque phrase était un réquisitoire tacite auquel elle ne pouvait répondre sans le confirmer. Les gens qui se présentent dans la dernière chambre, elle n'avait pas été dans la dernière chambre. Tout le monde dans notre famille savait qu'elle n'y était pas. Je ne l'avais pas nommée. J'avais nommé la lumière et l'avais laissée se tenir dans sa propre ombre. Les applaudissements ont été longs. Ma mère n'a pas applaudi. Mon père l'a fait, lentement, puis s'est arrêté quand l'immobilité de ma mère l'a atteint. Je suis retournée à ma place et j'ai pensé, pendant 1 minute de pure clarté, que c'était fini. Que j'avais réussi, qu'elle resterait dans son silence blessé et partirait, et que j'aurais ma journée. Je l'ai sous-estimé. Je l'ai toujours fait, jusqu'à la fin. La cérémonie s'est terminée. L'auditorium s'est vidé dans la salle de réception, une de ces grandes pièces lumineuses avec des gâteaux à la plaque, du café industriel et des grappes de famille prenant des photos. J'ai trouvé Reine et Margot. Reine m'a serré si fort qu'elle m'a soulevé du sol. Margot m'a tenu les 2 mains, n'a rien dit et n'en a pas eu besoin.
Pendant environ 10 minutes, dans ce coin de la pièce, j'étais juste une personne qui venait d'être diplômée, entourée de gens qui l'aimaient. Et puis ma mère a traversé la pièce, mon père à sa suite, et ma sœur Colette se matérialisant de quelque part avec son téléphone déjà à la main. Et j'ai compris que Diane Sinclair n'allait pas laisser l'histoire se terminer sur une note qu'elle n'avait pas écrite. Elle n'a pas baissé la voix cette fois. C'était le signe. Il y a un an, à la fête, elle m'avait sifflé dessus en privé et souri pour la salle. Maintenant, elle voulait la salle. Elle a décidé que si je ne m'excusais pas au podium, elle l'extrairait ici, devant mes camarades de classe et leurs familles, là où la pression des témoins avait, toute sa vie, fait céder les gens. C'était tout un discours, a-t-elle dit, assez fort pour faire tourner les têtes. Utiliser ta grand-mère comme ça, devant tous ces gens. N'as-tu aucune honte? Les groupes les plus proches de nous se sont tus, cet anneau se propageant à nouveau vers l'extérieur. Maman, j'ai dit, pas ici. Oh, maintenant c'est pas ici? Elle a ri, un rire cassant, théâtral. Tu as fait une scène à notre anniversaire. Tu as fait de toute cette famille une scène pendant un an. Tu as sorti une femme malade de soins appropriés, tu l'as retournée contre son propre fils, et tu ne t'es jamais excusé une seule fois. Et maintenant, tu te tiens là en toge et mortier et quoi? Tu te canonises devant des étrangers? Elle montait en puissance, et la salle était son public. Et je l'ai regardée chercher la phrase qu'elle affûtait depuis 12 mois, celle dont elle était sûre qu'elle toucherait enfin sa cible. Elle s'est légèrement tournée pour que les familles environnantes puissent l'entendre clairement. Et elle a dit, tu as humilié cette famille, et tu dois des excuses à chacun d'entre nous. Dis-le. Dis-le ici même, devant tout le monde, où tu n'es plus ma fille. Et voilà. L'exigence, en public, exactement comme elle l'avait prévu. Toute la salle attendait, mon père fixant le sol, Colette filmant, ma mère, le visage rouge et certaine, tendant la main pour les excuses qu'elle collectionnait depuis mes 9 ans. J'ai senti la vieille fissure s'ouvrir. La fillette de 9 ans, le désir. Mes yeux me piquaient. Je les ai laissés faire. C'est la 2e fois que je craque, et je n'en ai pas honte. Pendant une seconde, dans cette salle lumineuse et bruyante, j'ai voulu lui donner ce qu'elle voulait, juste pour que le désir s'arrête. Puis j'ai senti la clé. Pas la vraie clé, la clé de Margot, de l'autre côté de la pièce sur le ruban bleu, attrapant la lumière. Et j'ai pensé à Nana dans le bureau de Walt Crawford, disant, j'ai enfin fait une chose qu'il ne pouvait pas défaire. Et la fissure s'est refermée, et quelque chose s'est installé en moi qui n'est plus jamais parti depuis. Non, j'ai dit doucement. Et dans le silence, avant que ma mère ne puisse recharger, une autre voix. Elle a raison de ne pas le faire. C'était Marguerite. Ma tante s'est avancée, sortant des loyautés d'une vie au 2e rang, s'est tenue à côté de moi et s'est tournée pour faire face à son frère et à sa femme. Diane, arrête. Je ne peux pas te regarder lui faire ça à nouveau. Je t'ai regardé le faire à la fête, je n'ai rien dit, et j'en suis malade depuis un an. La voix de Margot tremblait mais ne s'est pas arrêtée. Il n'y avait pas de vente, tout le monde. C'est la partie que Diane fait très attention de ne plus jamais dire à voix haute. Il y a un an, Diane et Frédéric ont essayé de vendre la maison d'Éléanor, la maison de ma mère, alors qu'Éléanor était encore en vie et y vivait. Ils l'ont placée dans un établissement à 40 minutes de là, contre sa volonté, pour pouvoir la prendre. Éléanor a appelé Tessa de cet endroit, cachant son téléphone dans son pull, suppliant de rentrer à la maison. Et Tessa est allée la chercher. C'est ça, la scène. C'est ça, l'humiliation. Une petite fille refusant de laisser une vieille femme effrayée se faire voler. Elle a regardé ma mère. Tu n'as pas perdu la vente de ta maison parce que Tessa a fait une scène, Diane. Tu l'as perdue parce que 70 personnes ont entendu la vérité en 11 secondes. Et tu as passé un an à crier à propos des secondes pour que personne ne se souvienne de la vérité. La salle n'était plus silencieuse de manière polie. Elle était silencieuse de l'autre manière. La manière dont une salle se tait quand elle réalise qu'elle assiste à quelque chose de réel. Le visage de ma mère a fait la chose que j'avais vue une fois à 9 ans. La pause entre un mensonge et son remplaçant. Mais il y avait trop de monde, et Margot n'avait pas 9 ans.
Et Margot ne pouvait pas être qualifiée d'instable. Ce n'est pas. Marguerite, ce sont des affaires de famille. Tu ne. J'ai vu Éléanore avant sa mort, a dit Margot. Elle m'a tout raconté. Et elle m'a dit que tu t'en prendrais à Tessa exactement comme ça un jour, et elle m'a demandé d'être là quand tu le ferais. La voix de Margot s'est stabilisée complètement. Alors, me voilà. Ordre de mère. Et ça aurait suffi. Ça seule, c'était une histoire qui s'effondrait en public. Le cercle de témoins recalculant Diane Sinclair en temps réel, exactement comme à la fête, sauf que cette fois, avec un nom et un témoin attachés à la vérité. Mais ce n'était pas la fin, car le vieil homme au costume gris a posé sa canne contre une chaise et s'est levé. Peut-être puis-je être utile ici, a-t-il dit de la voix posée d'un homme qui a passé 50 ans à faire attendre les salles. Je m'appelle Walter Crawford. J'ai été l'avocat d'Éléanore Sinclair pendant 30 ans, et son ami plus longtemps encore. Elle m'a demandé de venir aujourd'hui. Ses mots exacts, quelques mois avant son décès, étaient « Walt, va voir ma fille recevoir son diplôme, parce qu'aucun des autres n'aura la décence, et quelqu'un qui m'aimait devrait être dans cette salle. » Il a laissé ça en suspens. Personne ne respirait. Alors, je suis dans cette salle tout l'après-midi, sans rien dire, comme elle l'aurait voulu. Mais je trouve que je ne peux pas rester silencieux face à cela. Il s'est tourné vers ma mère. Diane, vous continuez à utiliser le mot « voler ». J'ai rédigé le testament d'Éléanore. Je me suis assis avec elle, seule, avec un témoin et une lettre de médecin, pour que personne ne puisse jamais prétendre qu'elle a été poussée. Et elle a révoqué la procuration que vous lui aviez arrachée. Et elle a légué sa maison et sa succession à Tessa, librement, en pleine possession de ses moyens, parce que Tessa était la seule personne qui est venue quand elle a appelé. Ce n'est pas un vol. C'est la dernière décision libre d'une femme, et elle est inattaquable. Et je dirais la même chose sous serment dans n'importe quel tribunal de l'État. Comme je l'ai déjà dit à vos avocats quand ils sont venus rôder après l'échec de la tutelle. Il a repris sa canne. Éléanore savait que vous feriez exactement ça un jour. Elle me l'a dit. Elle serait désolée d'avoir eu raison. La salle comprenait maintenant. Tout. Pas une scène à une fête. Pas une fille instable. Une grand-mère qui avait regardé sa famille, vu clairement lequel d'entre eux avait une colonne vertébrale et une conscience, et l'avait choisi, discrètement, légalement. Et une mère qui avait passé un an à crier à propos de 11 secondes pour que personne ne pose la question évidente, si Tessa est si instable, pourquoi la femme la plus perspicace que nous ayons jamais connue lui a-t-elle fait confiance pour tout, et n'a fait confiance à aucun d'entre vous pour rien? Et c'est la question qui a brisé ma mère. Acculée, exposée, observée. Elle s'est tournée vers la seule chose qui ait jamais été réelle pour elle. Elle s'est tournée vers l'argent. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est pendue. Cette maison était due à cette famille, a-t-elle dit, et sa voix avait perdu sa théâtralité, devenue plate, laide et honnête pour la première fois de la journée. Nous avons élevé son fils. Nous avons passé des années à nous occuper d'elle. 35 ans que j'étais mariée dans cette famille, et j'ai mérité cette maison. Et Tessa a retourné une vieille femme sénile contre nous et a volé 400 000 $ à ses propres parents. Voilà ce qui s'est passé. C'est ça, le crime. Pas une histoire de manteau. Voler 400 000 $. Elle avait dit le chiffre à voix haute, devant 30 familles, à une réception d'école d'infirmières. Elle a dit à toute la salle, dans ses propres mots, que tout cela avait toujours été à propos d'une maison qu'elle estimait méritée, et que son grief contre moi n'était pas à propos d'une scène à une fête, mais à propos d'argent qu'elle croyait que j'avais pris. Chaque personne dans cette salle a regardé une mère se tenir devant sa fille fraîchement diplômée et exiger des excuses pour le vol d'un héritage qu'elle venait d'admettre avoir essayé de prendre à une femme vivante. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas eu besoin. Elle l'avait fait elle-même, exactement comme Nana savait qu'elle le ferait. Donner assez de cordes à une personne comme ma mère, et un public assez grand, et elle finira toujours par revenir à l'argent. C'est la seule chose qui ait jamais été réelle pour eux. Et puis, dans les décombres, la dernière voix, est celle qui a mis fin à tout. Diane, ça suffit. Mon père, Frédéric Sinclair, 63 ans,
qui avait passé 35 ans à choisir le calme plutôt que le juste, qui avait trouvé quelque chose de fascinant sur son téléphone à chaque moment où sa famille avait eu besoin de lui. Mon père s'est avancé, et il pleurait, ce que je n'avais jamais vu. Et il a dit, ce n'est pas vrai. Ce que Marguerite a dit est vrai. Tout. Il m'a regardé, et son visage était une ruine. J'ai emballé ses manteaux, Tessa. Les manteaux de ma propre mère. Parce que Diane a dit que c'était la chose intelligente à faire et que je ne voulais pas me disputer à ce sujet. Et j'ai dû vivre chaque jour depuis, en sachant que ma mère a passé ces derniers mois à croire que j'avais aidé à lui prendre sa maison. Tu lui as rendu la chose que j'ai aidé à voler. Sa voix s'est complètement brisée. Tu as été la seule d'entre nous à agir comme son fils. Et tu n'es même pas son fils. C'est moi. La salle. Je ne peux pas décrire la salle. Quelque part, un téléphone s'est abaissé. Colette, le posant enfin. L'enfant chéri, regardant toute sa position se dissoudre, car son seul travail avait été de se tenir à côté de maman, en étant d'accord, et maman venait d'avouer, et il n'y avait soudain plus rien de sûr à côté de quoi se tenir. Ma mère a regardé autour d'elle les visages et a compris, enfin, qu'elle avait perdu la salle, et que cette fois, il n'y avait pas 11 secondes sur lesquelles crier, seulement sa propre voix disant « Volé, 400 000 $, et « dû ». Elle a fait la seule chose qui lui restait. Elle s'est retournée et est sortie. Mon père ne l'a pas suivie. Cela, plus que tout, m'a dit que le mariage qui avait dirigé toute notre famille venait de se terminer dans une salle de réception, autour d'un gâteau à la plaque, et qu'il s'était terminé de mon côté. C'est Colette que j'ai regardée, cependant, car Colette a eu la chute la plus dure de tous dans cette salle, et elle ne le comprenait même pas encore. Elle avait construit toute sa personne en étant la fille qui se tenait à côté de maman, en étant d'accord. C'était sa seule compétence, son seul refuge, et elle avait été si bonne à ça pendant si longtemps qu'elle avait oublié que c'était un pari sur le fait que ma mère serait toujours celle à côté de qui il valait la peine de se tenir. Maintenant, maman sortait par une porte latérale vers un parking, exposée, seule, et Colette était debout au milieu d'une salle pleine de gens qui venaient de tout voir, tenant un téléphone avec lequel elle me filmait, et il n'y avait soudain plus personne à traduire et rien de sûr avec quoi être d'accord. Elle m'a regardée. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à une question sur son visage. Comme si, 33 ans trop tard, elle se demandait si elle avait choisi la mauvaise sœur. Puis elle s'est ressaisie et est partie après notre mère. Parce que quand on a toujours su seulement comment se tenir à côté de Diane, on suit Diane, même sur le parking, même dans les décombres. Je ne pense pas que c'était de la loyauté. Je pense qu'elle ne savait tout simplement pas comment être une personne qui ne tenait pas le manteau de ma mère. La salle n'a pas applaudi. Je veux être honnête à ce sujet, parce que les vidéos se terminent toujours par des applaudissements, et celle-ci, non. Elle s'est terminée par quelque chose de mieux et de plus silencieux. 30 familles retournant doucement à leur propre célébration, leur propre photographie, m'accordant l'énorme miséricorde de ne pas faire de mon moment une affaire les concernant. Quelques personnes ont croisé mon regard et ont hoché la tête. Une femme plus âgée que je n'avais jamais rencontrée m'a serré le bras en passant et a dit « Votre grand-mère avait l'air d'être quelqu'un. » Elle l'était, j'ai dit. Elle était quelqu'un. Et c'était toute la justification, là. Pas une ovation debout, juste une étrangère, correctement informée enfin, parlant d'Éléanore de la manière dont Éléanore méritait qu'on parle d'elle. Je veux vous dire une chose directement avant de vous raconter la fin, parce que vous êtes resté avec moi à travers tout cela, et je pense que vous avez peut-être porté une version de cela vous-même. Si vous avez déjà été celui que votre famille a décidé de blâmer, si vous avez passé des années à recevoir une histoire sur vous-même et à vous entendre dire de la porter en silence, je veux que vous entendiez que la vérité n'a pas besoin que vous criez. Elle a besoin que vous surviviez assez longtemps et que vous viviez assez honnêtement pour qu'un jour, la bonne personne, dans la bonne salle, puisse la dire simplement, et qu'elle soit crue. Fixez vos limites. Gardez votre dignité. Laissez-les parler d'argent. Ils le font toujours. Si cela vous a touché ce soir, j'espère que vous savez dans quelle salle vous appartenez. Voici la fin. Je n'ai pas poursuivi ma mère sur le parking. J'ai passé assez de ma vie sur des parkings avec cette femme.
Je suis restée dans la pièce lumineuse avec les gens qui étaient restés avec moi. Reine, me tenant la main. Margot, qui avait tenu une promesse à une femme morte et m'avait rendu un morceau de ma famille ce faisant. Mon père, debout un peu à l'écart, ne demandant rien, juste présent pour la première fois de ma vie, ce qui était sa propre sorte de commencement. Mes parents se sont séparés cet été-là. Mon père a emménagé dans la maison de la rue Calahan, en fait, avec ma permission, avec un bail, en me payant un loyer, ce qui est une phrase que je n'aurais jamais imaginé écrire. Il apprend à être mon père à 63 ans. C'est lent. Certaines choses ne se récupèrent pas. Et je le lui ai dit clairement. Et il n'argumente pas. Il se présente, maintenant. Se présenter, c'est l'essentiel. Je suis passée à la maison le mois dernier pour vérifier une fuite. Il avait réparé la marche de Porsche de travers. Celle dont Nana prévenait tout le monde. Celle qu'il avait dévalée en tant que garçon dans l'histoire qu'elle m'a racontée le premier après-midi où je l'ai vraiment écoutée. Il était à genoux sur la nouvelle planche avec un niveau quand je suis arrivée. Il ne m'a pas entendu au début. Et j'ai regardé mon père de 63 ans s'assurer que la marche du Porsche d'une femme morte était droite. Et j'ai compris que c'était la seule excuse qu'il avait en lui, et que c'était, dans sa manière maladroite de menuisier, plus honnête que n'importe quelle phrase que ma mère ait jamais produite. Il a levé les yeux, m'a vu et a dit, « Elle est restée de travers pendant 40 ans. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais. » Et il n'a pas terminé, et je ne l'ai pas forcé. Nous nous sommes assis sur ce Porsche, avons bu du mauvais café et n'avons pas parlé d'elle, ce qui est la façon dont les hommes comme mon père font leur deuil, et c'était, Dieu m'en soit témoin, agréable. Il a demandé une fois, prudemment, si je pensais que je reparlerais un jour à ma mère. J'ai dit, non. Il a hoché la tête comme un homme recevant un bulletin météo pour un endroit où il ne vit plus. Elle dit toujours que tu l'as volée, a-t-il dit. La maison. Et j'ai dit, je sais. Et il a dit, je lui ai dit que le comté n'est pas d'accord. La première blague que je l'ai jamais entendu faire. J'ai ri tout le long du trajet de retour. Je ne parle pas à ma mère. Ce n'est pas une blessure que j'entretiens. C'est une limite que je maintiens. Elle a envoyé, par l'intermédiaire de Colette, 2 versions d'excuses. Les 2 étaient en fait des demandes pour la maison, pour une conversation, pour que je laisse la famille guérir, ce qui, dans son langage, signifie laisser la famille se mettre d'accord à nouveau sur une histoire confortable. La réponse est les 2 mêmes mots que ce premier après-midi dans ma cuisine. Laisse tomber. Colette et moi ne sommes pas en contact. Elle a choisi son camp il y a longtemps, et elle l'a choisi pour 400 000 $. Et j'ai arrêté d'être surprise par les gens qui sont exactement ce qu'ils m'ont toujours montré qu'ils étaient. J'ai réussi mon examen de licence. Je travaille de nuit dans une unité de gériatrie maintenant, que tout le monde me dit être l'unité difficile, la triste. Et c'est le cas. Et je l'ai choisi exprès. À 4 heures de l'après-midi, quand mes patients ont peur sans que personne ne puisse en nommer la raison, je sais exactement quoi faire. Je tire une chaise. Je ne répare pas. Je ne pars tout simplement pas. Je suis la voix familière qui dit des choses ordinaires. Il y a une femme dans mon service en ce moment, 81 ans, dont la famille rend visite une fois par mois et appelle ça de la dévotion. Et je m'assois avec elle les longs après-midi, et je pense à une robe bleue, une clé sur un ruban, et une fête dont toute une famille a décidé de se souvenir de travers. Il y avait une dernière chose, et je ne l'ai comprise qu'en août, 3 semaines après la réception. Walt Crawford a appelé et m'a demandé de passer à son bureau. Quand je suis arrivée, il a fait glisser une enveloppe sur le bureau, mon nom sur le devant, de la main de Nana, l'écriture soignée et laborieuse d'une femme luttant contre la maladie pour chaque lettre. Elle l'a écrite le même après-midi où elle a changé le testament, a-t-il dit. Elle m'a dit de la garder jusqu'à ce que ce soit fini. Tout. Elle a dit, Tessa saura quand ce sera fini. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Je dirais qu'une salle pleine de pères de votre mère regardant la vérité éclater compte comme fini. Je ne l'ai pas ouverte là-bas. Je l'ai ouverte cette nuit-là, sur le sol de ma cuisine, avec la clé dans mon autre main, parce qu'apparemment, ce sol est l'endroit où les choses importantes de ma vie se passent.
C'était 3 phrases. Ça disait, Tessa, ils te diront que ce que tu as fait était cruel, et ils le croiront, parce que c'est plus facile que de croire ce qu'on fait. Ne perds pas une seule heure à essayer de leur faire changer d'avis. Tu as déjà changé le seul avis qui comptait. Le mien. Et je l'ai écrit là où ils ne peuvent pas le contester. Avec tout mon amour, Nana. PS enlève les croûtes. Il les aime toujours sans. Elle m'avait entendu cette nuit de février, le sandwich pour le fantôme. Elle était revenue plus loin que je ne le pensais, et elle s'en était souvenue, et elle l'avait gardé, et elle avait mis une blague à ce sujet au bas de la dernière chose qu'elle m'ait jamais écrite, pour que la lettre qui a finalement rétabli la vérité me fasse aussi rire sur le sol d'une cuisine à minuit. C'était Eleanor. C'était la femme que ma famille a mise dans une camionnette et conduite à 40 minutes de là pour pouvoir vendre sa maison. La clé est toujours sur mon comptoir, sur son ruban bleu délavé. J'ai gardé la maison. Je ne la vendrai jamais. C'est la maison de mon père maintenant, et un jour ce sera autre chose, mais ce ne sera jamais un acompte pour la future cuisine de quelqu'un. Certains soirs, je tiens la clé, et je pense aux 2 sièges du 2e rang. Ma mère croyait que refuser de s'asseoir dans l'un d'eux était une punition qu'elle m'infligeait. Elle n'a jamais compris que la chaise vide qu'elle a laissée a été remplie par quelqu'un qui a dit la vérité, et que c'est toute l'histoire de ma vie avec elle, compressée en un après-midi. Elle a continué de parier ma fin d'être incluse contre ma volonté d'être honnête, et elle a finalement perdu. Je ne me suis jamais excusée d'avoir humilié la famille. On ne peut pas s'excuser pour une chose qu'on n'a pas faite. Mais je vais vous dire ce que j'ai fait ce samedi-là, dans une salle lumineuse et bruyante, devant 30 familles, mon père, et la femme qui m'a élevée pour être exactement aussi têtue. Je les ai laissés garder les sièges vides. Et puis j'ai laissé quelqu'un d'honnête s'asseoir. C'était ça, les excuses que je devais. Ce n'était juste pas celles qu'il voulait, et ce n'était pas à moi de les donner. C'était à Nana. Et elle les avait déjà faites, dans le bureau d'un avocat, un bon après-midi, de sa propre main ferme. J'ai enfin fait une chose qu'il ne pouvait pas défaire. Elle m'a choisi. Une fois a suffi.